lapis lazuli, pierre bleue. Pline l'Ancien me décrit comme un fragment du firmament étoilé. Ma couleur ? Un bleu outre-mer incrusté d'éclats dorés a laissé penser que j'étais la gemme des dieux. J'ai voyagé à peu près partout dans le monde et même donné naissance à l'une des plus vieilles routes commerciales au monde. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Pendant longtemps, ma provenance est restée un mystère. On m'a retrouvé sur l'étendard d'Our, un coffre en bois découvert dans une sépulture sumérienne du XXVIe siècle avant notre ère. On peut m'admirer sur le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. On m'a utilisé pour figurer le regard de divinités en Chine ou en Inde, tandis qu'en Europe, on m'a souvent sculpté pour donner corps à de somptueux objets. J'apparais partout comme une merveille. Mais d'où pouvais-je bien venir ? Les gens pensaient que je venais d'Inde ou de Perse. On a cru me reconnaître à Chypre ou en Suède. Pourtant, je ne venais que d'un seul endroit, au fin fond de la montagne du Badakhshan, entre l'actuel Afghanistan et le Tadjikistan. Cela ferait 9000 ans que l'on me sort de la terre à cet endroit. Les gisements du lapis lazuli, on a des traces d'exploitation à partir de, alors selon les experts ça varie, entre 3000 et 9000 ans avant Jésus-Christ. Laetitia Gilles-Guéry, gémologue et professeure à l'École des Arts Joailliers. Ces gisements, on les connaît depuis l'Antiquité. Et ces mines qui s'appellent les mines de Saresang, elles se situent entre 3700 et 4200 mètres d'altitude. On va trouver le lapis lazuli sous forme de veines, sous forme plus rassemblée de lentilles. Et c'est des veines qui sont assez épaisses, de 1 à 4 mètres, sur une longueur des fois entre 20 à 400 mètres. Donc c'est vraiment des roches qu'on va retrouver et on va creuser la montagne avec des galeries pour pouvoir accéder à cette matière exceptionnelle. Imaginez un paysage vertical fait de ravins et de falaises. Une montagne vertigineuse parmi les plus reculées et inaccessibles que l'on connaisse. Si vous ne voulez pas mourir, évitez la vallée de la Koksha. C'est ainsi que le lieutenant et explorateur John Wood décrivit ces montagnes après les avoir traversées pour la Compagnie des Indes au milieu du XIXe siècle. Imaginez un petit sentier à flanc de falaise qui serpente entre les cols escarpés au bord du précipice. La moindre chute serait fatale. Ces montagnes sont si hautes qu'elles sont recouvertes de neige et de glace 8 mois sur 12. Le reste du temps, c'est une chaleur insupportable. Les sangliers sauvages et les loups rendent ces terres particulièrement dangereuses. C'est pourtant là que je me cache. Marco Polo, qui a beaucoup voyagé dans la région à la fin du Moyen-Âge, a longtemps erré dans ces montagnes à ma recherche, sans succès. Il faut dire que mon secret était précieusement gardé par les marchands dont je faisais la fortune. On me chargeait dans de petits paquets, ficelés sur le dos d'un âne. La descente était longue et harassante, mais c'était la seule façon d'atteindre le grand monde. Il fallait plusieurs semaines pour quitter la montagne, plusieurs mois pour rejoindre la plaine, une éternité pour traverser le désert. La longue caravane s'étirait entre les dunes qui s'entrelaçaient à perte d'horizon. Le vent qui soulevait le sable était bouillonnant. C'étaient plus de 500 chameaux harassés par un soleil impitoyable qui luttait contre la faim et la soif. Les nomades vêtus de bleu me faisaient glisser d'un monde à l'autre. Lorsqu'apparaissaient les oasis d'Al-Oula en Arabie,
il fallait savoir redoubler de prudence sous peine de tout perdre. Car j'attise depuis toujours les convoitises, voyez-vous. J'inspire les conspirations. Que ne ferait-on pas pour la pierre bleue ? Le lapis lazuli, c'est un terme qui signifie pierre bleue. Lapis, la pierre, et lazuli, ça vient de azul, la couleur bleue dans différentes langues. Et le lapis lazuli, forcément, c'est sa couleur qui nous frappe, mais d'un point de vue de gémologie, ce qui peut être frappant, c'est que c'est un rare exemple de roche. Donc c'est un agrégat de minéraux, là où d'habitude on va avoir un minéral unique, là ça va être un groupement de minéraux. On peut en citer plusieurs, comme la lazurite, la sodalite, la huine ou la nauséane. Parfois, on va voir des points blancs ou des veines blanches dans la matière. Là, c'est de la calcite. Ou comme des petites paillettes dorées. À ce moment-là, c'est de la pyrite. Et donc, c'est vraiment cet agrégat de tous ces minéraux qui forment la roche et qui fait cette spécificité de la matière du lapis lazuli. Alors, c'est une pierre qui est rare, sous sa plus belle qualité. La plus belle qualité qu'on peut souhaiter, c'est la couleur la plus intense, mais pas trop sombre. C'est la plus pure, avec le moins d'inclusion, avec le moins de ces veines blanches et ces paillettes dorées. Même si c'est quelque chose de fascinant, on y voit des ciels étoilés, mais cette qualité-là, elle est extrêmement rare. Après avoir traversé l'Arabie ou l'Inde, décoré les palais princiers en Chine, tapissé les mosaïques de la grande mosquée de Damas, orné les tombeaux des pharaons, j'ai finalement rejoint les rives du Bosphore à Byzance, puis franchi la sublime porte du palais du sultan à Constantinople, avant de gagner les rives de l'Europe. Au Moyen-Âge, Venise était la principale porte d'entrée sur l'Occident. Pour moi, en tous les cas. C'est là que commençait un nouveau voyage, car à Venise, les orfèvres n'étaient pas les seuls spécialistes de la pierre bleue. Les artisans me travaillaient et m'incorporaient dans ce qu'ils font de plus beau. On me retrouve ainsi sur les façades du palais du Cadoro, sur le Grand Canal, sur la grande horloge astronomique de la place Saint-Marc, mais aussi dans toutes sortes d'objets. En témoigne ce magnifique plateau de jeu orné de motifs mauresques, dorés, incrustés de 3 nuances de lapis lazuli différentes. Une splendeur passée de main en main pour finalement quitter la ville des Doges, rejoindre la collection de Frédéric Spitzer, célèbre antiquaire parisien, puis celle du duc de Wellington à Londres. Mes attraits ne s'arrêtent pas là. Ma couleur a également inspiré les peintres. Broyé en pigments, j'ai rehaussé d'un bleu outre-mer les manuscrits des Bibles les plus précieuses. Je suis le ciel étoilé de la chapelle d'Escrovegni, peint par Giotto à Padoue, et le manteau de la Vierge sous les pinceaux de Léonard de Vinci. Le lapis lazuli, on peut penser qu'il a été utilisé pour la joaillerie, et ce depuis le début. Mais il a plein d'autres utilisations, et c'est ça qui est fascinant avec le lapis lazuli, c'est qu'on le retrouve dans plein d'œuvres d'art différentes. On peut commencer par citer la marqueterie de pierre dure, ce qu'on appelle les pietre doré, qui ont utilisé très rapidement le lapis lazuli pour faire ces teintes de bleu. Donc c'est des marqueteries en pierre qu'on retrouve sur des meubles qui ont été développés à Florence, mais après la manufacture des Gobelins en France a repris le savoir-faire pour développer également des pièces. Parfois, on va utiliser également le lapis lazuli comme support de peinture, parce que justement, avec ces veines blanches et ces paillettes dorées, on va y voir des motifs, on va y voir des paysages. On peut citer l'exemple de la peinture réalisée par Antonio Tempesta en 1610, Les pêcheurs de perles, où il utilise le support, le lapis lazuli comme support pour créer son œuvre, puisque les veines de calcite et les motifs de pyrite vont permettre d'avoir un paysage et de venir créer la scène. Et puis enfin, le lapis lazuli, c'est une roche qu'on peut broyer. Et on peut l'utiliser comme pigment. Alors c'est un pigment extrêmement rare, extrêmement cher, extrêmement prestigieux, et qu'on va utiliser souvent avec parcimonie. On va faire seulement quelques couches de peinture ou beaucoup plus de couches de peinture pour pouvoir créer les nuances. Et on va souvent les réserver à une partie symbolique d'un tableau, comme le manteau de la Vierge ou un ciel étoilé spécifiquement. Mais on va retrouver l'utilisation du lapis lazuli sous plein de formes différentes dans l'art.
Aujourd'hui encore, ma couleur fascine et inspire. En 2020, la maison Van Cleef & Arpels a créé un objet étonnant, le rocher aux merveilles, un bloc brut de lapis-lazuli qui abrite de charmantes fées, une chimère de précieuses fleurs et même une licorne sertie de diamants. Une pièce unique, telle une montagne enchantée, tout un symbole pour moi qui n'ai eu de cesse de voyager sur Terre. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Laetitia Gilguéry, gémologue et professeure à l'École des Arts Joailliers, un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.